Donc, je parlais de ce décalage entre la volonté de réussite et le reste et l'intégration sociale. Ça ne veut pas dire que l'intégration sociale fonctionne mal. C'est-à-dire qu'au final, malgré tous ces obstacles, on voit un processus d'ascension sociale parmi les Français issus de l'immigration. 66% de leurs pères étaient ouvriers, spécialisés ou non. Aujourd'hui, cette part est tombée environ à 34%, soit la moyenne nationale. On voit même des cadres, des cadres issus de l'immigration qui comptent maintenant pour 7 à 10% de la population. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est même plutôt un bon score. Donc le processus d'ascension, il existe. Il se fait malgré tout. Maintenant, il ne se fait pas sans dégâts, à mon sens. On a parlé de communautarisme. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par communautarisme ? On entend par communautarisme, il faut vraiment définir le terme parce que c'est un épouvantail, c'est un mot derrière lequel les gens se planquent et ça s'arrête là. Être communautariste, à mon sens, c'est se sentir proche d'un groupe d'appartenance minoritaire, quel qu'il soit, mais également rejeter le groupe d'appartenance majoritaire et avoir des revendications particulières pour son groupe et avoir un statut dérogatoire par rapport au reste de la société. C'est ça le communautarisme. Se sentir d'une communauté n'est pas forcément communautariste. Pour vous donner un exemple, une association bretonne qui demande des cours en breton, si c'est sur la base d'un volontariat de la part des enfants ou des parents, c'est pas forcément communautariste. Si ces cours en breton s'appliquent à tout le monde, sans exception, là ça commence à l'être. Et comme par hasard, c'est ce qui s'est passé en Corse, par exemple. Il y a eu cette demande que les cours... J'ai aucun problème d'ailleurs, j'ai un nom d'origine corse. Donc c'est pas du truc anti-corse. Mais cette volonté qui a failli être mise en place dans les accords de Matignon, que tous les étudiants, quels qu'ils soient, soient forcés de suivre une scolarité en Corse, ça c'est du communautarisme. Ça c'est une demande dérogatoire qui s'applique à tout le monde. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué. Une demande de reconnaissance de l'Aïd el-Kébir, c'est pas forcément communautariste. Pourtant, c'est comme ça que ça a été perçu. Quand on voit il y a un certain nombre de demandes de la part de la communauté des musulmans qui ne sont pas communautaristes, qui ne sont pas forcément dérogatoires. Certaines le sont, oui. Et donc, quand on regarde les identités, et là on revient directement au sujet de la conférence, on demande, vous voyez, il y a derrière une prénotion qui, à mon avis, est extrêmement dangereuse, qui est qu'on ne peut avoir qu'une identité, et que les identités fonctionnent comme des vases communicants. Si vous vous sentez proche des musulmans, vous vous sentez proche des personnes d'origine du pays d'origine de votre famille, vous vous sentez moins proche des Français en général, donc vous serez moins intégré. Si vous avez une volonté de retrouver vos racines, une volonté de travailler sur votre double culture, vous serez moins proche, moins intégré. C'est un peu ça. Et il y a des questions comme ça qui me paraissent assez terribles. Il y a eu une enquête internationale, qui est celle du Pew Global Attitude Project, qui demandait aux musulmans, est-ce que vous vous sentez musulman d'abord ou citoyen de votre pays ? C'est la question clash des civilisations typique. C'est-à-dire que l'un exclut l'autre. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut quand même avoir en tête que les identités, elles sont multiples, que l'homme est pluriel, et qu'à partir de là, avoir une identité X n'implique pas que vous ayez moins d'identité Y. Et c'est ce qu'on a voulu vérifier en demandant aux gens s'ils se sentaient proches des habitants de leur quartier, des Français en général, des membres des habitants des autres pays européens. Bon là, personne, hein, comme d'hab. Des personnes qui ont la même religion qu'eux, des gens qui appartiennent au même milieu social, à la même génération, au même genre, etc. Et donc nos Français issus de l'immigration, dont on dit qu'ils sont communautaristes, ils sont avant tout d'une génération, ensuite d'un milieu social, d'un genre. Et là, ça ne change pas par rapport au reste des Français. Ensuite vient l'appartenance
françaises en général. J'ai pas de portable, moi, théoriquement. Et voire même, ils sont un peu plus nombreux à se dire proches des Français en général que la population miroir. Ce qui, quand même, en soi, est intéressant. Et puis après viennent les appartenances particularistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus vous vous sentez proche du pays d'origine de votre famille, plus vous vous sentez proche des Français en général, par exemple. C'est-à-dire que en fait, les identités se renforcent mutuellement. Et là, on revient à la logique de l'anomie citée tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'avez pas de groupe d'appartenance, c'est sur tous les plans. Vous en avez un, et bien d'un coup se développe une espèce de capital social, de volonté de se percevoir, de volonté d'appartenir, et dans un tas de groupes, dans un tas de caractéristiques individuelles. Et c'est là où c'est finalement intéressant. On n'est pas forcément dans une anomie, bien au contraire. Ah oui, juste un truc. Et donc, je reviens à ma définition du communautarisme. Quand on applique les trois éléments que je vous ai donnés pour définir le communautarisme, on tombe à 4% de la population d'origine maghrébine, africaine et turque. 4%. Juste à titre d'exemple, parce qu'un jour on m'a dit c'est beaucoup. J'aurais dû répondre à ce moment-là que quelque part le vote Front National est un vote communautariste. Excusez-moi, une petite intervention. On demande de couper les portables parce qu'on a des interférences dans l'enregistrement. Merci. Je vérifie, j'ai pas mon portable. Donc, le vote Front National est un vote communautariste. C'est un vote de groupe d'appartenance contre un groupe extérieur avec des revendications spécifiques de traitement spécifique. Et là, on n'est pas à 4%. Hein. Donc voilà, le communautarisme, pour l'instant, en France, est plus un fantasme qu'une réalité. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique qui, à terme, pourrait devenir préoccupante. En gros, on est dans une société qui pourrait créer le communautarisme qu'elle veut combattre. Et je m'explique. Pour l'instant, donc, les choses sont assez claires. Maintenant, il y a un certain nombre de petits problèmes qui commencent à apparaître. On regarde dans les zones urbaines sensibles le rapport des jeunes à la police. On a demandé aux gens combien de fois lors de la dernière année vous avez été contrôlés. On passe du simple au double selon qu'on est sans ascendance étrangère ou d'ascendance étrangère ou dom-tom. Du simple au double. De 1,5 environ en moyenne à 3,6. Si vous êtes jeune, c'est encore plus haut en moyenne. Et tout le problème, c'est qu'on demande après aux gens est-ce que vous avez eu le sentiment d'être bien traité ? Parce que finalement, c'est une enquête qui a été notamment pas commanditée, mais financée par le ministère de l'Intérieur. Donc on allait rendre compte de cette enquête et on nous a répliqué oui, mais c'est normal, les policiers sont obligés de cibler les parties de la population qui, à leur sens, peuvent être les plus potentiellement dangereuses ou les plus criminogènes. Donc implicitement, on nous disait que c'est parce qu'ils sont jeunes, à casquette et un peu basanés, ok. Et pourquoi pas. Enfin, ça veut aussi dire qu'il y a ce qu'on appelle un racial profiling derrière. Tout le problème, c'est que après, quand on demande donc s'ils ont été traités avec respect, en moyenne, c'est 16% des Français qui disent j'ai pas été traité avec respect. Vous êtes issus de l'immigration, ça double. Vous êtes désormais à 32% à considérer pas avoir été traité avec respect. Et mine de rien, dans cette interaction entre les personnes d'origine maghrébine, africaine et turque et la police, il y a un vrai problème. Résultat, on se retrouve avec, de toutes les institutions, la police est celle qui suscite le moins de confiance. Et c'est aussi celle qui, assez souvent, est la plus visible. Et ça se rajoute aux discriminations dont je parlais tout à l'heure. Ça se rajoute au fait que quand on demande aux personnes interrogées si elles ont été victimes de racisme dans leur vie quotidienne, vous êtes d'origine italienne, vous êtes d'origine espagnole, portugaise, vous êtes français sans ascendant étrangère. Vous êtes environ 70% à vous dire j'ai jamais été victime de racisme. Vous êtes originaire des dom-tom. Attention, les dom-tom c'est quand même c'est français depuis plus longtemps que la Savoie. Vous êtes originaire des dom-tom. Vous êtes originaire du Maghreb, vous êtes originaire d'Afrique. Là, cette proportion tombe à
entre 14 et 20%. De 60-70 à 14 et 20%. Il y avait une question. Gilles Vidon. Bon, je crois que dans la salle, la plupart des gens sont d'accord avec beaucoup de choses que vous dites. C'est-à-dire qu'on a une empathie pour vos propos. Moi, ma question, elle est, pour rejoindre un peu ce que vous disiez, que faire ? Quels sont les meilleurs moyens pour lutter contre la stigmatisation, contre les préjugés ? En sachant qu'il y a eu des moyens nocifs à l'envers. Je sais que pour les malades mentaux, par exemple, il y a des équipes qui ont fait des cours dans les écoles pour expliquer ce qu'était la schizophrénie. Il paraît qu'il y a eu encore plus de stigmatisation par la suite. Alors, quels sont les moyens pour sortir de la stigmatisation ? Et par rapport à ça, pour qu'on ait un peu d'espoir quand même dans cette assemblée, qu'on voit le soleil. Et en regard de ça, la discrimination positive, qu'en pensez-vous ? Alors, déjà, c'est là où j'essaie de vous... Enfin, le soleil, il est dehors, c'est déjà bien. Il y a un premier débat. En France, on est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'on voit tous ces trucs. Tout ce que je vous raconte sur la discrimination, on me permet de le mesurer. On en est encore à débattre sur le fait de faut-il mesurer ou non ? Faut-il des stats selon l'origine des personnes interrogées ou non ? 23 février, le jour de mon anniversaire, Jean-François Madieu, il fait circuler une pétition publiée dans Libération en disant « Il ne faut pas mesurer les origines, c'est anti-républicain, ça crée du communautarisme ». Pour moi, le communautarisme, il va être créé parce que, à force de renvoyer aux origines, on va finalement le créer, ce destin lié, on va le créer, ce sentiment qu'on est d'une communauté plus que d'une société en général, parce qu'on est systématiquement renvoyé à ses origines. C'est comme ça que les Afro-Américains restent aussi soudés, parce qu'il y a de tels préjugés encore aujourd'hui aux États-Unis que, résultat, vous êtes Afro-Américain et vous êtes extrêmement riche, un membre de la upper class américaine, vous auriez voté républicain, non. Vous avez voté comme les autres à 90% pour le Parti démocrate. Tout simplement parce que vous votez dans l'intérêt de votre communauté plutôt que dans votre intérêt propre. Et mine de rien, on peut arriver à une situation comme ça en France. On peut arriver à une situation où on fait bloc parce que la société rejette, parce que la société assigne. Donc déjà, il y aurait peut-être un besoin de rendre les choses plus transparentes et donc d'avoir un thermomètre. Oui, on en est encore à débattre sur le fait faut-il utiliser un thermomètre ou non. Pour moi, le problème est là, donc il faut utiliser un thermomètre. Après, la manière dont ce thermomètre est gradué est encore en débat. Personnellement, quand je travaille sur les origines des personnes interrogées, je pose juste la question, est-ce que un de vos parents ou un de vos grands-parents avait la nationalité d'un des pays suivants ? C'est comme ça qu'on a constitué notre échantillon de personnes d'origine maghrébine, africaine et turque. C'est pas une définition ethno-raciale des choses, clairement. Une définition juridique, purement juridique. Et là, au moins, on peut commencer à voir, à mesurer. Et on peut commencer à voir où sont les problèmes et donc on peut commencer à agir. Il y a aussi quelque chose qui est l'identité. Il y a l'identité qu'on s'assigne à soi et puis il y a l'identité que la société nous assigne. En gros, on peut considérer qu'avoir une couleur de peau pour soi, c'est pas un problème. C'est pas ce qui vous définit. Et ça arrive très souvent. Le problème n'est pas dans la couleur de peau n'est pas toujours dans la définition de vous-même, c'est la définition qu'ont les autres de vous. Donc il faut aussi mesurer ça. Il faut aussi mesurer ce problème-là. Et à partir de là, il faut être très pragmatique. Discrimination positive, vous voyez, je ne peux pas dire que je suis contre parce que j'ai participé. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par discrimination positive ? Moi, j'entends notamment la déclinaison qu'en a faite Sciences Po, j'y avais participé à l'époque, qui est de donner sa chance. Et c'est terrible, mais je suis toujours confronté au même problème. On renvoie systématiquement le modèle républicain. Le modèle républicain, pour moi, est un objectif à atteindre. C'est pas quelque chose qui est derrière nous et qui serait en train de se déliter. Le concours de Sciences Po, quand on le regarde sociologiquement, on a un système d'égalité formelle qui d'un coup, permet des inégalités réelles. Quel que soit votre niveau au baccalauréat, vous ayez eu une mention très bien au baccalauréat. Si vos parents
sont ouvriers ou employés, vous aurez moins de chances de réussir que s'ils sont cadres. Et ça, c'est démontré, statistiquement, prouvé, sur 4 concours, etc., etc. Il y a une espèce de... Vous voyez, on se retrouve dans un système où le concours républicain devient un concours anti-républicain, parce qu'il va sanctionner des inégalités de naissance, et non pas les gens ne sont pas à égalité au départ de cette course. D'où la nécessité de recruter autrement, de débloquer les choses. Donc à partir de là, c'est dans ce type d'approche pragmatique qu'on peut changer les choses. C'est aussi dans la création d'une classe politique diverse. Donc la création de porte-parole capables de remettre en question la bien-pensance et la manière dont on travaille habituellement. On tourne un peu en rond. Les hommes politiques habituellement tournent un peu en rond, en boucle. D'ailleurs, je dis homme politique, ça veut bien dire quelque chose. Donc, il y a plein de solutions. Et surtout, cette France de la diversité, c'est une chance. C'est une chance, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. On va louer les qualités d'entrepreneuriat, de prise de risque des jeunes diplômés français qui partent à l'étranger. On va dire, c'est la fuite des cerveaux, c'est pas bien. Mais bon, en même temps, on les admire, ces jeunes qui prennent des risques, quoi, qui partent ailleurs. Mais les immigrés qui viennent du Maghreb ou d'ailleurs, c'est la même chose. La décision d'immigrer est une décision extrêmement lourde de sens, extrêmement dure, avec une volonté de réussite très forte et une prise de risque énorme. Quand même, on se coupe de sa famille, on se coupe de ses amis, on se coupe de ce réseau d'interconnaissances, on part dans un pays où on sait qu'on ne sera pas forcément bien accueilli, où on sait qu'on va trimer comme des chiens dans des situations incroyablement dures. Mais c'est une chance, c'est une migration. Et je veux juste terminer avec ce que dit François Héran dans son dernier bouquin, Le temps des immigrés. L'immigration est désormais une nécessité. Si on veut préserver les équilibres de la sécurité sociale, si on veut préserver la démographie en France, si on veut continuer à tenir notre rang, quel qu'il soit, on a besoin de l'immigration. Voilà. Merci infiniment, Vincent.